Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens. Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire de l'université Paris 4 Sorbonne. Ceux qui sont sur Twitter peuvent découvrir votre métier. Vous travaillez, vous êtes conservateur à la Bibliothèque nationale de France et vous publiez sur Twitter de merveilleuses images de notre patrimoine manuscrit, du département des manuscrits. Du département des manuscrits. Alors nous sommes ratés l'an dernier parce que vous avez écrit chez Perrin Les derniers feux de la monarchie, un livre qui a été remarqué, mais Storia Voce n'existait pas encore. Et vous venez de publier, toujours chez Perrin, une biographie de l'impératrice Marie-Louise, la seconde femme, de Napoléon. Et je dois vous faire une confidence, Charles-Éloi Vial, j'avoue que j'y allais un peu à reculons. D'abord parce que c'est l'empereur, il y a tellement de choses sur l'empereur que je me dis, que va-t-on apporter de plus? Et puis après, c'est aussi, je vais pas dire un personnage secondaire, mais c'est une femme d'empereur et on se dit qu'on est davantage intéressé par l'histoire militaire, l'histoire politique de l'Empire. Et pourtant, vous m'avez convaincu. C'est d'abord une biographie très bien écrite, qui se lit très facilement. Alors, il y a énormément de sources, il y a énormément d'anecdotes. Et surtout, ce qui me semble important, c'est que vous vous situez un peu en contrepoint de ce qui a été écrit jusqu'à présent, puisque au tribunal de l'histoire, Marie-Louise a été trop vite condamnée, mais même trop vite condamnée, un peu. Je vais pas dire que si la guillotine avait existé comme au temps de Marie-Antoinette, elle aurait été décapitée, mais c'est la guillotine de l'histoire. C'est la guillotine de l'histoire. Or, vous réhabilitez le personnage. En effet, j'ai voulu la réhabiliter simplement parce que j'ai fait connaissance un jour par hasard de Marie-Louise en me promenant dans les magasins des manuscrits de la BNF où je suis tombé sur un de ces innombrables cartons un peu mystérieux. Je venais de prendre mes fonctions et en ouvrant ce carton, il y avait dedans un des journaux intimes de Marie-Louise. Alors c'était un journal qui avait été édité au début du XXe siècle, mais édité pas très bien. Et je m'étais rendu compte que l'éditeur à l'époque avait coupé toutes les parties où Marie-Louise parlait d'elle-même, parlait de ses rêves, parlait de ses ambitions, parlait de son amour pour Napoléon. Il y avait eu de grosses coupures. Donc j'en avais donné, il y a quelques années, une édition et j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, là, on a un document manuscrit de Marie-Louise qui dévoile un peu de sa personnalité. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Donc j'ai d'abord, entre-temps, j'avais soutenu ma thèse, j'avais écrit ensuite ce livre sur la cour au XIXe siècle chez Perrin et je m'étais rendu compte que les femmes jouaient un grand rôle dans la vie de la cour. On pouvait trouver énormément de sources intéressantes, des correspondances, des journaux intimes, des archives administratives sur la place des femmes à la cour et je me suis dit, pourquoi pas tenter une biographie de Marie-Louise en se lançant à la pêche ou à la chasse aux archives. Et c'est une chasse qui a été assez fructueuse parce qu'il y a beaucoup de documents qui dormaient, qui avaient été un peu délaissés, un peu oubliés. Ça a été parfois dur de les dénicher, mais petit à petit, j'ai réussi à reconstituer un corpus qui est, bon, vous l'avez dit, un peu conséquent, et j'ai pu retrouver une Marie-Louise qui était complètement différente de celle que l'on imaginait. En fait, beaucoup d'historiens qui avaient écrit des biographies de Marie-Louise dans les années 1920-1930 avaient une approche de l'impératrice qui était quand même très, très partiale et très partielle. C'était une femme, beaucoup d'historiens étaient un petit peu misogynes, je pense à Frédéric Masson par exemple, qui visiblement n'aimait pas trop l'idée que une femme allemande, enfin autrichienne, ait pu tourner ainsi autour de l'empereur. Il y a beaucoup d'historiens simplement qui pensaient qu'elle était stupide, qu'elle était nymphomane. Il y a beaucoup de préjugés finalement à déconstruire et ces préjugés venaient en fait d'un manque de sources parce que simplement les historiens des décennies précédentes utilisaient les mémoires, par exemple les mémoires de Menneval qui était le secrétaire de Napoléon Ier, les mémoires du baron Fin qui était un autre secrétaire de Napoléon Ier, du baron Bosset qui était préfet du palais impérial, donc des personnages qui avaient laissé des témoignages
qui n'était pas très favorable à Marie-Louise, mais qui était paru du vivant de Marie-Louise. Donc, quand même, ils étaient allés mollo, ils voulaient pas quand même la vexer. C'était quand même encore une souveraine, un chef d'État. Par contre, ensuite, des historiens ont bâti là-dessus, on nous rajouté des tartines, et je me souviens par exemple de ce manuscrit que j'avais vu à la BNF, qui était une émission de radio sur Marie-Louise dans les années 50, qui est justement le procès de Marie-Louise au tribunal de l'histoire, et la conclusion était que Marie-Louise était coupable d'avoir trahi Napoléon, mais elle avait la nymphomanie comme circonstance atténuante. Donc j'avais quand même beaucoup de clichés à déconstruire, notamment grâce aux archives. Alors c'est ce qui fait bien évidemment la richesse de votre travail. Est-ce qu'il existe un mystère, Marie-Louise? Parce que au fond, ce tribunal de l'histoire n'a pas fait l'effort de comprendre un personnage très complexe. Vous dites dans votre introduction, l'historien a parfois l'impression d'écrire la vie de 2, 3, 4, voire 5 personnes différentes. C'est une femme aux 5 visages qui la rend très complexe. Elle est effectivement très complexe à comprendre, et je pense que c'était chez elle quelque chose de volontaire et de recherché. Quand on regarde les carnets intimes de Marie-Louise, quand on regarde sa correspondance, toutes les lettres qu'elle a pu envoyer à des centaines de correspondants au cours de sa vie, on se rend compte qu'il y a énormément de blabla. Ça en devient assommant. Elle parle sans cesse de robes, elle parle de petits chiens, elle parle de promenades à la campagne, mais pour moi, c'est vraiment une posture qu'elle a mise en place pour se protéger. Elle parlait de futilité parce qu'elle ne voulait pas livrer la complexité de ses sentiments, et elle était quand même tiraillée très souvent. La chute de l'Empire, la mort de Napoléon, la mort de son fils, ça a été des événements qui l'ont bouleversée, qui ont complètement bouleversé sa vie, mais elle a toujours dressé cette espèce de mur autour d'elle avec toutes ses frivolités, ce langage de dame de cour un petit peu futile. Et si l'on va derrière, si l'on cherche d'autres écrits plus personnels, les lettres à sa fille notamment, ses carnets où elle notait ses pensées, là on retrouve une Marie-Louise qui est beaucoup plus intelligente, qui est cultivée, qui parle plusieurs langues, qui lit énormément, qui a des sentiments complexes. Napoléon, on se rend compte qu'elle l'aime encore même après la chute de l'Empire, mais elle en vient petit à petit à le détester parce qu'elle apprend que Napoléon l'a trompée avec Marie Walewska, et elle note dans ses carnets ce déchirement d'apprendre que voilà, c'est une femme trompée. Il y a ce genre de choses que l'on peut retrouver dans ses carnets. Les sentiments vis-à-vis de son fils, on la traite de mauvaise mère, et l'on voit dans le journal intime qu'elle tient au moment de la mort de son fils, elle n'en parle quasiment pas, sauf à un endroit où il y a vraiment une phrase bouleversante où elle parle de la douleur d'être mère dans une situation pareille, et tout de suite après elle repart sur des descriptions de paysages. Donc il y a vraiment un masque. Il y a une anecdote de Marie-Louise à la toute fin de sa vie, donc elle est duchesse de Parme, elle s'est fondée une famille, reconstruit une vie, mais elle n'a jamais oublié Napoléon, et un jour elle discute avec sa cour, et un souvenir qui lui vient, elle dit « J'étais aux Tuileries quand l'empereur m'a dit », et puis là, elle se tait. Elle n'en dit pas plus, elle se rend compte elle était sur le point de parler de Napoléon, alors que sa grande tactique, c'est de faire croire à tout le monde qu'elle a oublié Napoléon pour qu'on lui fiche la paix. Vous utilisez une expression à son endroit qui est une expression assez étonnante. Vous dites que c'est l'histoire d'un sacrifice métamorphosé. Effectivement, Marie-Louise a dans sa vie plusieurs sacrifices. Elle se sacrifie une première fois, elle en est très consciente, quand elle doit épouser Napoléon, c'est-à-dire qu'elle va régner en France auprès d'un empereur qui a vaincu l'Autriche par 2 fois, qui a occupé Schönbrunn. Pour elle, c'est un sacrifice. Même Chantulard la décrivait comme une nouvelle Iphigénie qui est sacrifiée sur l'autel de la politique internationale. Ça, c'est son premier sacrifice. Son deuxième sacrifice, c'est d'avoir abandonné la France, d'avoir dû abandonner Napoléon, d'avoir dû faire une croix sur ce destin d'impératrice, et d'avoir dû accepter de retomber au niveau d'une simple duchesse d'un tout petit État minuscule en Italie, et d'avoir dû renoncer surtout à transmettre cet héritage à son fils, qui n'est jamais devenu duc de Parme. Donc pour elle, c'est un sacrifice. Elle est une souveraine, mais une souveraine quasiment amputée de son droit de transmettre un héritage à ses enfants. Ça, c'est pour elle quelque chose de très lourd, mais elle métamorphose malgré tout ce sacrifice, puisqu'elle devient
quand même souveraine, elle conquiert son indépendance en tant que femme, en tant que chef d'État, et elle construit une vie comme elle l'entend. C'est-à-dire qu'à Parme, elle va avoir un mari, elle va en avoir un deuxième, elle va avoir des enfants illégitimes, elle va faire ce qu'elle veut, elle va construire des ponts, des routes, elle va gérer son État comme elle l'entend, et elle va réussir à la fin de sa vie à être tranquille, à avoir la vie de famille dont elle rêve. Donc finalement, tous ces sacrifices, tous ces événements qui ont bouleversé sa vie vont l'amener à obtenir une vie qui est la vie dont elle rêvait. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez remarquable de se dire que, après tous ces malheurs, Marie-Louise a quand même eu quelques années où elle a vraiment été heureuse, alors que son destin ne la prédestinait pas du tout à devenir un jour duchesse de Parme. C'était complètement impensable. Alors nous reviendrons sur une approche généraliste du personnage, mais je me plonge dans ces premières années. Il y a ce chapitre, Mariée de force, où je la cite, alors qu'elle est en Autriche: je plains seulement la pauvre princesse que Napoléon choisira, car je suis sûr que ce ne sera pas moi qui deviendra la victime de la politique. Les nouvellistes de Bouddha, donc Budapest, nomme la fille du prince Maximilien de Saxe et la princesse de Parme. Elle ne veut absolument pas aller en France. Or, elle est choisie. Et premier contraste, elle s'intègre très facilement et surtout, elle tombe amoureuse de l'empereur. Oh, Napoléon n'était pas si horrible que ça, quand même. Il était quelqu'un d'assez agréable à vivre, mais ça, Marie-Louise ne le savait pas. Tout ce qu'elle en savait, c'est ce qu'on lui avait raconté quand elle était petite, c'est-à-dire que Napoléon, c'est l'antéchrist. C'est un monstre. C'est un monstre. Quand elle joue au petit soldat avec ses frères et ses sœurs en Autriche, elle prend toujours le petit soldat le plus moche, le plus petit, le plus usé, et elle lui tape dessus en criant « c'est Bonaparte ». Elle est élevée dans la haine de la France, qui est la France de la Révolution, celle qui a décapité sa tante Marie-Antoinette quand même, et elle est élevée aussi dans la haine de Bonaparte, qui a vaincu l'Autriche, qui lui a fait la guerre, qui a envahi, qui a détrôné une partie de sa famille, sa grand-mère qui était reine de Naples, son oncle qui était grand-duc de Toscane. Donc il y a tous ces Habsbourg détrônés qui sont à Vienne. Elle sait que c'est la faute de Napoléon, et fin 1809, Napoléon divorce de Joséphine, et on se dit sur qui ça va tomber, qui va devoir épouser Napoléon. Et il n'y a pas beaucoup de princesses en Europe à ce moment-là qui sont disponibles. Marie-Louise cite la reine d'Étrurie, donc c'est ce petit royaume que Napoléon a créé puis a fait disparaître quelques années plus tard, mais déjà une femme d'un certain âge, qui a déjà eu des enfants, qui est veuve d'un Bourbon, c'est peut-être pas terrible pour Napoléon. Il y avait d'autres projets, la sœur du tsar de Russie, mais bon, finalement c'est sur Marie-Louise que ça va tomber, parce que c'est diplomatiquement la combinaison où tout le monde est gagnant. L'Autriche va sceller sa paix avec la France et va pouvoir reprendre un petit peu son souffle. Napoléon espère créer un bloc avec l'Autriche contre la Russie. Donc diplomatiquement, c'est la solution qui arrange tout le monde, et c'est Marie-Louise qui paye un petit peu les pots cassés. En quelques semaines, elle doit se faire une raison. Elle doit quitter l'endroit où elle a grandi, elle doit quitter Vienne, et elle doit aller avec Napoléon aux Tuileries. Pour elle, c'est vraiment un déchirement, et ce n'est que quand elle fait connaissance de Napoléon qu'elle se rend compte que ça n'est pas un monstre, ça n'est pas un ogre. C'est vrai, tous les témoignages de personnes qui vivaient dans son entourage aux Tuileries, effectivement, il avait des colères, il avait des coups de sang, il était parfois un peu ronchon, un peu malade, mais globalement, c'est quelqu'un d'assez facile à vivre, d'assez sympathique, d'assez drôle, et en plus, comme Marie-Louise est jeune, plutôt jolie, il va tout faire pour lui plaire. Donc il va se soigner, mieux s'habiller, il va peut-être perdre un peu de poids, il va bien se coiffer, et finalement Marie-Louise va trouver un empereur qui n'est pas du tout le monstre qu'elle attend, mais qui est un mari prévenant, attentionné. Donc pour elle, c'est un choc, et effectivement, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre qui est d'autant plus rare que ces mariages diplomatiques ne marchent pas toujours. Toutes ces reines de France qui avaient épousé des rois dans les siècles précédents n'avaient pas toutes été heureuses. Elles avaient rempli leur devoir de reine, de donner un héritier à la couronne, mais je suis pas sûr que Marie Lenziska ait vraiment été très heureuse avec Louis XV. Marie-Louise, elle, ce mariage ne va pas durer très longtemps, parce que l'Empire ne dure pas très longtemps, mais elle va être quand même extrêmement heureuse avec Napoléon. Il y a un paradoxe étonnant quand on vous lit, Charles-Éloi Vial, c'est on s'aperçoit, comme vous dites, que il y a cette joie de ces deux amoureux et une vie quasi bourgeoise dans sa plus grande simplicité.
enfin, on ne les voit pas. Enfin, il y a énormément d'argent derrière. Vous montrez les dépenses, la maison de Marie-Louise, etc. Et donc, où est le paradoxe, c'est que d'un côté, il y a cette vie bourgeoise de ce couple qui s'aime, et de l'autre côté, par ce mariage, Napoléon acquiert une dimension, une légitimité qu'il n'a jamais eue. Effectivement, Napoléon épouse Marie-Louise et son beau-père, c'est l'empereur d'Autriche. C'est-à-dire que Napoléon entre par alliance dans toutes les grandes dynasties européennes. Il s'apparente aux Habsbourg, du même coup aux Bourbons. Pour lui, c'est un facteur de légitimité énorme que d'épouser Marie-Louise. C'est la première princesse de l'Europe. Le sang le plus pur, le plus noble, c'est celui des Habsbourg. Donc pour lui, c'est quelque chose qui vraiment le légitime de façon profonde et qui accompagne un petit peu ce changement, cette inflexion dans le pouvoir napoléonien. Napoléon est un empereur, un souverain très militaire, très autoritaire dans les premières années de son règne, puis au bout de quelques années, il va s'assagir, il va peut-être un petit peu vieillir, et il va de plus en plus s'envisager un peu comme un roi fainéant. Finalement, il est très content d'être aux Tuileries avec sa petite femme, ils vont à la chasse, ils vont au théâtre, ils font des petits voyages et petites promenades. Finalement, c'est la vie qui lui convient. Il en avait peut-être marre d'être un militaire, d'être tout le temps sur les routes. Donc pour lui, c'est la bonne épouse au bon moment. Et effectivement, le paradoxe entre cette cour absolument démesurée qu'il met en place et dont le faste va encore s'amplifier au moment du mariage avec Marie-Louise, parce que c'est une Habsbourg, il faut qu'il y ait du prestige, donc c'est une cour extrêmement luxueuse qui se met en place à cette époque, et la vie que Napoléon et Marie-Louise vont mener, qui est une vie effectivement assez bourgeoise. Ils ont des temps prévus pour la représentation, pour les réceptions de cour, la messe, les bals, ce genre de choses, mais également, ils sont dans leurs petits appartements, ils sont entre eux, en famille, ils mangent en tête-à-tête, ils se passent la soirée ensemble, Marie-Louise fait la lecture à Napoléon avant qu'il dorme, ils vont jouer au quilles, enfin, vraiment une vie bourgeoise, familiale, et ça vient peut-être aussi du fait que Napoléon avait été une personne privée avant de devenir empereur. C'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais écrit Les Derniers Feux de la monarchie. En fait, après Louis XVI, tous les monarques qui vont monter sur le trône sont des monarques qui avant étaient des personnes privées. Même Louis XVIII, il était certes prince, mais il n'a jamais été souverain. Louis-Philippe a été maître d'école, Napoléon III a été en prison, Napoléon Ier a été officier dans une petite garnison. Ils ont tous cette nostalgie un petit peu de leur tranquille vie privée. Finalement, la cour leur pèse un peu. Ils sont ravis de se réfugier dans la vie de famille pour fuir un peu ce poids démesuré du pouvoir. Est-ce que ce couple est l'incarnation d'un projet politique visant à fusionner les anciennes élites des nouvelles? Ça, c'est effectivement le grand projet de Napoléon, c'est le grand projet aussi de la plupart de ses successeurs, c'est faire cette fusion entre différentes sociétés. La société rescapée de l'Ancien Régime, tous ces nobles qui sont réfugiés à Paris dans le faubourg Saint-Germain ou qui boudent dans leur château en province, qui regrettent l'Ancien Régime, qui regrettent Louis XVI. Et d'un autre côté, il y a la nouvelle noblesse, les maréchaux d'Empire, tous ceux qui ont accepté des postes au sein de l'administration ou du gouvernement impérial, qui forment donc une nouvelle noblesse. Et il y a ces deux élites que l'on veut fusionner. D'un côté, il y a l'élite extrêmement brillante, glorieuse, qui a remporté des campagnes avec Napoléon, mais c'est souvent un petit peu des nouveaux riches, des parvenus, ils sont pas très bien élevés. De l'autre côté, il y a les vieux noms de l'ancienne France, qui ont énormément de prestige en Europe, et Napoléon veut faire en sorte que ces deux élites se rencontrent, se fusionnent, pourquoi pas se marient également, mais se fréquentent. Et pour lui, la cour des Tuileries, c'est l'interface idéale, c'est là que les gens vont se rencontrer. Et le mariage avec Marie-Louise, c'est vraiment le petit plus qui, dans son esprit, est censé permettre la fusion entre l'ancienne et la nouvelle société, puisque Marie-Louise fait partie d'une ancienne dynastie, est la nièce de Marie-Antoinette. Pour lui, c'est vraiment le catalyseur qui doit permettre la fusion. Est-ce qu'elle est comparée à Joséphine, donc la première épouse de Napoléon? Marie-Louise est souvent comparée à Joséphine, surtout au début, plutôt en sa défaveur, parce qu'elle arrive aux Tuileries, elle ne connaît personne, elle est un petit peu gauche, elle doit assimiler l'étiquette française, elle est un petit peu perdue, et on se dit quand même, Joséphine avait plus de classe, plus de prestance, puis finalement, l'équilibre se fait quand Marie-Louise réussit à être un petit peu plus à l'aise en société, elle parvient à remplir son rôle de souveraine aussi bien
que le faisait Joséphine. L'autre élément de comparaison, c'est les dépenses en robes, en bijoux. Et Marie-Louise fait très très attention à ne pas être comparée à Joséphine en sa défaveur. Joséphine fait régulièrement banqueroute, elle dépense des fortunes en robes et en bijoux. Marie-Louise dicte à son trésorier des ordres très précis disant qu'elle ne veut pas se faire gronder par l'empereur pour ses dépenses. Alors là, non seulement elle pense qu'elle ne veut pas paraître plus futile ou frivole que Joséphine, mais elle pense sans doute aussi à Marie-Antoinette, qui a également été conspuée pour ses dépenses en robes et en bijoux. Donc elle tient à garder une image publique un petit peu pure, en quelque sorte. Donc pour elle, c'est très important. Est-ce qu'elle, parce qu'on parle de la comparaison avec Joséphine, est-ce qu'elle pense aussi à sa tante, Marie-Antoinette, donc qui a subi le sort que l'on sait, et sans trop anticiper, j'allais dire, sur la fin, est-ce qu'elle a peur, tout simplement? Ou est-ce qu'elle se sent protégée tout de suite par cet empereur qui l'étonne parce qu'il est bien éloigné des portraits qu'on a pu lui en faire? Je pense qu'elle a peur au début, avant de connaître Napoléon, puis finalement ses peurs s'apaisent, se calment, parce qu'elle se rend compte que c'est un souverain de bon ton, qu'il est effectivement un peu comme Louis XVI, quelqu'un qui connaît l'étiquette, qui connaît la vie de cour. Donc elle n'a pas peur. Elle a un peu peur des Français. Elle se dit, ce sont tous des Jacobins, ils ont décapité ma tante. Mais là aussi, elle se rend compte que les Français l'acclament au moment de son mariage. Dès qu'elle sort dans la rue, il y a des gens qui s'amassent autour d'elle pour l'acclamer. Donc ses peurs se calment. Ses peurs se calment au point qu'elle n'a pas elle ne craint pas d'habiter les mêmes endroits où vivait Marie-Antoinette. Elle va s'installer aux Tuileries. Napoléon va faire restaurer le petit Trianon et le hameau de Marie-Antoinette pour elle. Ça ne lui fait pas peur. Elle ne manifeste pas d'émotion particulière. C'est seulement à la chute de l'Empire, et plus encore au moment des 100 jours, où Napoléon vraiment réveille les aspirations, les forces révolutionnaires pour réussir à remonter sur le trône. Là, elle va avoir peur. Et là, elle se dit, si je retourne à ce moment-là en France, là, je risque d'avoir un problème, et mon fils aussi. Donc, au début, en effet, le fantôme de Marie-Antoinette est vraiment très, très éloigné pour elle. Alors, c'est une femme qui est autrichienne et donc qui est très pieuse. Est-ce que la question religieuse a été un différend avec Napoléon? Il faut rappeler quand même que Pie VII n'est pas très loin, il est à Fontainebleau et puis il est prisonnier. Je pense que Marie-Louise n'a pas toutes les cartes en main à ce moment-là pour comprendre le problème, le conflit religieux entre Napoléon et le pape, puisque effectivement Napoléon a même été excommunié, mais il le lui cache. Les cardinaux ne vont pas assister à son mariage, pas tous. Il va y avoir ces cardinaux exilés par Napoléon qu'on appelle les cardinaux noirs, mais elle ne s'en rend pas vraiment compte. Elle écrit au pape parce qu'elle sait qu'il est à Fontainebleau. Elle va être même présentée au pape et elle est absolument ravie. Pour elle, c'est vrai qu'elle est un petit peu grenouille de bénitier et ça va aller en s'empirant jusqu'à la fin de sa vie. Pour elle, c'est vraiment un grand moment. Elle est absolument ravie. Elle ne comprend pas qu'il puisse y avoir un conflit religieux. C'est de la trop haute politique pour elle encore à cette époque. Elle n'apprendra toute la profondeur de ce conflit religieux qu'en 1814, après la chute de l'Empire. Alors, il y a une chose que nous n'avons pas dite, c'est qu'elle est très jeune. Elle est extrêmement jeune. Elle arrive à quel âge à Paris? Elle a 19 ans quand elle arrive à Paris. Elle est extrêmement jeune et surtout elle est extrêmement inexpérimentée. Elle est naïve, elle n'a aucune expérience politique, son éducation vient de s'achever, c'est vraiment une toute jeune fille. Et ce qui est étonnant, c'est que Napoléon va lui coller des charges et des responsabilités très vite, alors qu'elle n'a aucune expérience. En 1813, elle a 22 ans, à peine, même pas, et elle va devenir régente de l'Empire. C'est-à-dire que Napoléon lui laisse les rênes de l'Empire et elle doit se débrouiller toute seule. Elle n'a aucune expérience. Donc elle a un apprentissage sur le tas alors qu'elle n'a jamais été préparée à régner. Donc pour elle, il y a quand même un effort d'adaptation. On lui fait le reproche d'avoir été frivole, d'avoir été naïve, immature, mais en même temps, elle était immature, elle était toute jeune. Donc on ne peut pas lui reprocher. Et elle apprend vite? Elle apprend très vite et ça surprend d'ailleurs beaucoup de monde parce que l'on imaginait que Marie-Louise régente, ce serait un petit peu un pantin dont on pourrait faire ce qu'on veut. Et les ministres sont assez étonnés quand on voit les correspondances administratives échangées en 1813 ou en 1814. Elle va faire son travail de façon très consciencieuse, c'est-à-dire qu'elle va signer des documents, assister à des conseils quasiment tous les jours. Elle va le faire
vraiment sérieusement, elle va se prendre au jeu, elle va étudier les dossiers toute seule, elle va poser des questions, se faire expliquer des choses, elle va peut-être aller aussi au-delà de ce qu'elle était prête à faire au début. Elle va signer des condamnations à mort. Je ne pense pas effectivement qu'elle ait été préparée à ça, mais elle va le faire. Donc il y a chez elle un apprentissage du pouvoir. Napoléon l'encourage. Napoléon dit que Marie-Louise est son meilleur ministre, qu'il ne lui manque presque rien pour gouverner l'Empire aussi bien que lui. Et effectivement, elle va se prendre au jeu, puisque jusqu'à sa mort en 1847, elle va rester chef d'État, elle va être duchesse de Parme, et tous les jours, elle réunira son conseil des ministres, elle va travailler, étudier ses dossiers, même Metternich, qui est quand même quelqu'un de pas commode, le chancelier de l'Empire d'Autriche, va trouver que Marie-Louise a une force, une capacité de travail qui est tout à fait étonnante. Finalement, sa force et en même temps sa faiblesse, c'est sa jeunesse et sa virginité en politique. Oui, elle a cette virginité en politique, donc elle voit les choses d'un œil neuf, d'un œil très frais, et pour elle c'est une très grande force, surtout à l'époque où l'Empire s'écroule, puisqu'elle est très naïve et elle est persuadée qu'à elle seule, elle peut sauver l'Empire. Donc elle va se battre, elle va se débattre pendant plusieurs semaines, elle va essayer de mener une contre-diplomatie pour négocier une paix avec la coalition contre Napoléon, elle va essayer de se démener pour faire tourner le gouvernement impérial alors que Napoléon est à quelques jours de l'abdication. Elle va lancer des plans de levée de troupes qui sont complètement irréalistes, mais elle voit tout d'un œil neuf et elle est prête à tout pour défendre l'Empire qui est aussi le sien, qui n'est pas seulement celui de Napoléon. Alors une reine est aussi reine pour avoir des enfants et elle va réussir à avoir un garçon, et vous décrivez avec force détail l'événement qui a été un événement extrêmement difficile. Pour elle, effectivement, c'est un accouchement qui est très douloureux, qui se présente extrêmement mal. Elle a failli en mourir. L'enfant également a failli mourir, et c'est seulement au bout de quelques minutes qu'on s'est aperçu qu'en fait, il était vivant et que l'empereur avait vraiment eu un fils. Mais pour elle, comme pour son enfant, ça a été d'extrême justesse. Corvisart, le médecin de Napoléon, était extrêmement inquiet et Marie-Louise a failli mourir. D'ailleurs, elle pensait qu'elle n'aurait plus d'enfants. Après ça, elle en a encore eu plusieurs, mais pour elle, ça a été vraiment un choc, un traumatisme, et on se rend compte qu'elle a 6 mois ensuite où elle est très malade. Elle traîne la patte, elle perd ses cheveux, elle maigrit, donc c'est un accouchement dont elle met beaucoup de temps à se remettre. Oui, je vous en prie. Mais effectivement, le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est le plus cher vœu de Napoléon, c'est d'avoir un fils, et elle lui donne un fils du premier coup. Et on voit ses correspondances à l'époque où elle est enceinte, elle est terrifiée à l'idée d'avoir une fille, car elle veut offrir ce cadeau à Napoléon, et Napoléon est fou de joie, parce que un enfant, un fils, c'est un successeur, c'est un Napoléon II qui s'annonce, c'est vraiment une dynastie qui s'implante en France et en Europe. Donc pour lui, c'est essentiel. Mais elle n'aura qu'un seul enfant, comme si on lui avait dit il ne faut pas renouveler cet épisode terrible de cet accouchement, mais on a plus affaire à des jalousies politiques qu'à une vraie conscience de la santé de Marie-Louise. Effectivement, il y a, je pense, eu beaucoup de voix, d'après ce qu'on peut lire un petit peu dans les archives, beaucoup de voix pour expliquer à Marie-Louise qu'elle finirait par mourir très vite si elle tombait une deuxième fois enceinte. Il faut dire, effectivement, cette première grossesse l'a ébranlée, donc ça veut dire que jusqu'en 1812, elle va ne pas vouloir retomber enceinte, puis Napoléon va partir en Russie. À ce moment-là, elle pense qu'elle est retombée enceinte tout de même, mais c'est une fausse alerte. Puis après, il faut bien le dire, je pense que Marie-Louise et Napoléon n'ont plus eu le temps d'essayer de concevoir un autre enfant, puisqu'il va y avoir des guerres, encore des guerres, puis la chute de l'Empire, et après Napoléon va complètement sortir de sa vie. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice parce que au début on aurait pu se dire, bon, il rentre dans la cour des grands, finalement ce mariage c'est de la grande politique, bon, il n'est plus nécessaire de faire la guerre. Or, cette guerre recommence. Malheureusement, c'est vrai que malheureusement pour Napoléon, la guerre recommence. Effectivement, il y a énormément de problèmes qui vont un peu ébranler l'Empire dans les années 1810-1811. Il y a la crise économique qui va sévir à l'intérieur de l'Empire. Il y a la question du blocus continental, donc la guerre qui va s'annoncer avec la Russie qui n'a aucune envie de respecter ce blocus. Il y a les différentes affaires comme l'annexion du duché d'Oldenbourg en 1811. Donc finalement, petit à petit, il y a des casus belli qui vont s'amonceler et Napoléon va se sentir obligé de monter cette coalition contre la Russie. Et c'est effectivement
pour lui un avantage immense que d'avoir l'empereur d'Autriche à ses côtés. Donc l'armée autrichienne va aller jusqu'en Russie, va se battre avec Napoléon contre Alexandre Ier. Donc Marie-Louise était persuadée, comme Napoléon, que la paix était quasiment acquise avec le mariage de 1810. En fait, pas du tout. Un nouveau cycle de guerre recommence et cette fois-ci, l'Empire va toucher à sa fin. Est-ce que Napoléon utilise Marie-Louise dans sa politique et dans ses relations avec l'empereur d'Autriche, François ? Pour Napoléon, le fait d'avoir Marie-Louise à ses côtés et d'avoir une Marie-Louise heureuse à ses côtés, c'est effectivement un atout diplomatique assez fort. Il va s'en servir dans ses correspondances avec son beau-père. Effectivement, si l'on a un paragraphe disant « Votre fille est très heureuse, elle vous embrasse », puis ensuite « Au fait, pour ce contingent militaire, est-ce qu'on pourrait en reparler ?» Voilà, ça aide beaucoup. Et Marie-Louise elle-même va peu à peu prendre la parole et Napoléon l'incite à d'abord donner des nouvelles positives à sa famille, puis ensuite donner des nouvelles en exagérant la bonne santé de l'Empire ou de l'armée française. Puis finalement, à la toute fin de l'Empire, Marie-Louise aura des entretiens diplomatiques avec des envoyés de l'Autriche, va écrire directement à son père pour lui demander de changer de politique. Donc elle va jouer un rôle diplomatique de plus en plus actif. Mais dans les derniers moments de l'Empire, il y a une forme de double jeu de la part de Marie-Louise où finalement elle va au plus pragmatique, ou bien, troisième hypothèse, elle subit les événements ? Elle ne les subit pas. Enfin, elle en subit certains parce que l'écroulement militaire de l'Empire, toute la France le subit à ce moment, y compris elle, puisque donc le gouvernement et la cour impériale quittent Paris et se replient sur Blois. Et de là, elle va lancer une contre-offensive diplomatique, entre guillemets, qui est effectivement de négocier avec son père et d'essayer de négocier avec les alliés qui font la guerre à Napoléon. Ça n'est pas quelque chose qu'elle fait dans le dos de l'empereur. Napoléon est au courant qu'elle a des contacts avec son père. Il est conscient que c'est une voie privilégiée. Il va l'inciter à mener cette diplomatie un peu de double jeu pour essayer de doubler les événements diplomatiques qui ne sont pas du tout en faveur de Napoléon. Napoléon doit abdiquer. Le traité de Paris qui se négocie en avril 1814, donc Napoléon finit par abandonner la France et par recevoir l'île d'Elbe, c'est pas du tout satisfaisant pour lui. Donc si Marie-Louise peut doubler cette diplomatie officielle par une diplomatie parallèle et parvenir à changer les termes du traité, pour lui, c'est tout à fait intéressant. Donc Marie-Louise va mener sa propre diplomatie avec l'assentiment de son mari et elle va prendre goût au jeu, elle va négocier avec quand même une certaine habileté. Il n'y aura pas de résultat effectif en 1814, mais en 1815, elle va négocier pour obtenir le duché de Parme, ce qui lui permet de rester souveraine. Ce qui est presque beau, j'allais dire, c'est de la voir patriote française. Elle est très française. Elle a épousé Napoléon, elle est impératrice des Français. Pour elle, à partir du moment où elle a épousé Napoléon, elle est devenue française et elle fait preuve effectivement d'un patriotisme à toute épreuve. Ce qui est surprenant aussi pour une souveraine, c'est qu'elle va prendre à cœur un petit peu le déroulement des événements militaires. Elle va suivre de très près, puisque Napoléon lui écrit des nouvelles des batailles tous les jours. Elle va passer des troupes en revue, elle va décorer certains soldats, elle va faire insérer dans les journaux des articles de propagande sur la guerre en cours. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'elle prend très à cœur. Elle va jusqu'à faire elle-même de la charpie pour soigner les blessés du combat. Donc vraiment, elle s'investit émotionnellement dans les affaires militaires. Alors, à un moment, on sent que les événements la dépassent, comme les événements, comme Napoléon subit lui-même la force des événements et des ennemis. Et je vais pas dire qu'elle est livrée à elle-même, mais elle est un peu perdue. En 1814, après la chute de l'Empire, et en 1815, au moment du congrès de Vienne, effectivement, elle va être complètement déboussolée. On lui arrache son Napoléon qui va à l'île d'Elbe. Elle repart avec l'assentiment de Napoléon à Vienne, en Autriche. Et là, finalement, sans son mari, elle ne sait plus trop vers qui se tourner. Heureusement, il y a quelques conseillers de Napoléon
qui l'accompagnent. Il y a par exemple Menneval, donc l'ancien secrétaire de Napoléon qui est passé à son service, qui après 10 ans a travaillé avec Napoléon tous les jours, est très au fait des affaires diplomatiques et politiques, donc qui peut la conseiller, mais elle va quand même se chercher un petit peu un mentor, et c'est le rôle que va finalement tenir Neperg, donc qui est le général autrichien qui va être placé à ses côtés au début, simplement parce que c'est une question de protocole, une question de sécurité. Il faut un officier militaire auprès de l'impératrice, et finalement il va en venir à devenir le principal conseiller de Marie-Louise. On ne peut pas comprendre ce qu'elle fait à cette époque sans prendre en considération le fait qu'elle a un fils à protéger. Elle a un fils à protéger, et pour elle ça devient petit à petit vraiment la priorité ultime, parce que Napoléon, elle s'en rend compte, Napoléon politiquement il est fini. Il est souverain de l'île d'Elbe, elle pense qu'il n'en sortira plus, il n'a plus son mot à dire, il a abdiqué. Par contre, elle a un fils qui est tout petit, qui doit être protégé. Elle n'a pas envie qu'il finisse comme un de ses héritiers des rois mérovingiens, des rois du Moyen-Âge, qui finissent assassinés ou envoyés dans un couvent. Elle veut le protéger, elle veut surtout qu'il devienne souverain après elle. C'est pour ça qu'elle s'accroche tant qu'elle peut à ce trône de Parme, à ce petit duché de Parme qu'on lui fait miroiter en 1814 et en 1815. Sa grande idée, c'est de devenir duchesse de Parme. Tant pis pour Napoléon, elle n'ira pas le rejoindre à l'île d'Elbe, mais si elle devient duchesse de Parme, son fils après peut être duc de Parme. Donc sa grande ambition, son but, c'est vraiment de maintenir les Bonaparte, dont elle fait partie, dans le petit cercle des dynasties européennes. En fait, vous expliquez bien qu'on ne peut pas, enfin on l'imagine pas, en train de comploter le retour du mari qui est éloigné, ou bien même le retour de l'Empire. Ça n'a, enfin, alors certes on connaît la fin de l'histoire, nous, mais elle se révèle après avoir été déboussolée. Pendant le congrès de Vienne, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus pragmatique, et on sent elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, et elle a un raisonnement qui est peut-être un raisonnement plus d'Ancien Régime. Elle raisonne en termes dynastiques, pas en termes de nation. Donc je vous disais qu'elle était patriote, qu'elle s'était attachée à la nation française quand elle était impératrice des Français. Puis elle retombe dans un schéma de pensée qui est différent. Elle fait partie d'une dynastie qui est la dynastie Bonaparte, et une dynastie, ça peut finalement s'implanter un peu partout. On le voit, les Habsbourg, eh bien, ils étaient en Autriche, mais ils étaient également en Toscane. De même, les Bourbons, on en avait en France, mais également à Naples, en Espagne, ou dans d'autres principautés. Pour elle, l'important, c'est d'être souverain de quelque chose. C'est ce pragmatisme un peu d'Ancien Régime. Elle raisonne en termes dynastiques, et c'est ce qui l'aide, c'est un peu le fil rouge qui va l'aider à survivre au congrès de Vienne, puisqu'elle fait comprendre que son but, c'est simplement d'obtenir pour elle ce petit rôle sur l'échiquier européen. Alors trahison ou pas? Alors trahison envers Napoléon, peut-être une trahison en tant qu'épouse, effectivement, elle lui a tourné le dos, tout comme Napoléon lui a aussi un petit peu tourné le dos à l'île d'Elbe en la trompant avec Marie Walewska, en faisant venir Marie Walewska et son fils illégitime. Par contre, pas vraiment de trahison politique. Je pense que pour elle, sauver un trône pour le fils qu'elle avait eu avec Napoléon, c'était ce qu'elle pouvait faire de mieux en tant qu'épouse de Napoléon. Elle reste jeune en 1814-1815. Elle a la vie devant elle. Oh. Elle a la vie devant elle, et elle a cette principauté qu'elle va aller gouverner, qui est la principauté de Parme, et elle a donc ce chevalier servant qu'elle a rencontré en 1814, qui est le général Neperg, dont elle tombe amoureuse. Elle parvient à surmonter ou à dépasser sa bonne conscience, son éducation, cette moralité d'archiduchesse dans un carcan très très religieux. Elle s'en libère, elle jette un peu tout ça aux orties, et elle décide d'assumer cette relation qui est illégitime avec Neperg. Donc elle va vivre à Parme, elle va gouverner Parme de 1816 jusqu'à sa mort en 1847, en se disant qu'elle est complètement indépendante. Donc pour elle, c'est vraiment une grande victoire. La seule défaite qu'elle subit, c'est à cause des 100 jours, à cause de Napoléon. Napoléon
revient en France, bouleverse complètement la donne, et alors que Marie-Louise était sur le point d'arriver à obtenir de pouvoir transmettre le trône de Parme à son fils, qui donc devienne vraiment le prince héréditaire de Parme, les Alliés vont changer d'avis, c'est trop dangereux d'avoir encore des Bonaparte qui règnent quelque part en Europe, donc elle n'obtient le trône de Parme qu'à titre viager, c'est-à-dire qu'elle devra le rendre ensuite aux Bourbons qui régnaient sur Parme au XVIIIe siècle, donc elle est vraiment souveraine de façon un petit peu éphémère. Elle en est extrêmement déçue, extrêmement contrariée. Elle va un peu ruer dans les brancards, mais en vain. Et elle a ensuite un autre projet pour son fils, qui est d'en faire un prince très riche. Donc elle va économiser de l'argent, elle va même détourner de l'argent pour son fils pendant des années, en espérant lui obtenir une place, vraiment la première place à la cour en Autriche, et qui sait, peut-être ensuite un trône quelque part en Europe. En 1830, on parlera du trône de Grèce, par exemple, pour son fils. Finalement, comme il meurt en 1832, tout ça va s'écrouler, mais pour elle, c'est une grande victoire. Défendre son fils, défendre les intérêts de son fils, c'est le fait qu'il ne finisse pas dans un couvent, qu'il soit éduqué à la cour et qu'il soit finalement quand même, avec cette éducation d'archiduc qu'il reçoit, préparé dans l'éventualité de régner. Pour elle, c'est une grande victoire. Elle est aimée à Parme ? À Parme, elle est extrêmement aimée, elle est d'ailleurs encore aimée de nos jours, puisque les manifestations pour le bicentenaire de l'arrivée de Marie-Louise à Parme l'an dernier ont été complètement délirantes, ça a duré toute l'année. Elle est extrêmement populaire parce qu'elle a une politique qui est pour le peuple. Elle se prend un petit peu pour Henri IV, elle parle de donner de la poule au pot à ses sujets tous les dimanches comme Henri IV. Elle va lancer des grands travaux, des ponts, des hôpitaux, faire construire des écoles. Donc elle est extrêmement aimée, elle est très charitable, elle dépense chaque année énormément d'argent en aumône, en aide aux plus pauvres. Donc elle laisse un très bon souvenir, elle laisse aussi une forte empreinte, donc puisqu'elle a cette œuvre un petit peu de bâtisseuse, de souveraine bâtisseuse à Parme. Elle construit beaucoup. Et il y a cette aura, finalement, Marie-Louise, c'est la dernière grande souveraine de Parme, parce qu'après, les derniers ducs de Parme, dans les années 1850, ne font pas long feu, et finalement, ils sont balayés au moment de l'unification italienne. Vous avez une belle expression, Charles-Éloi Vial, vous dites qu'elle fut à la fois marionnette et marionnettiste. Marionnette du fait de sa jeunesse, parce que on ne peut pas décider de son sort, et vous décrivez ce moment de tension entre son père qui lui annonce, mais qui aime sa fille, mais qui lui annonce que pour des raisons politiques, voilà, elle demande un peu un temps de réflexion, mais son père lui dit, voilà, c'est joué. Donc marionnette, mais d'un autre côté, marionnettiste, parce que elle sait toujours tirer un avantage de ces situations. Effectivement, elle n'est pas si bête, et alors effectivement qu'elle est constamment utilisée par l'Autriche qui va la marier à Napoléon, qui va l'envoyer à Parme, qui va compter sur elle ensuite pour servir un petit peu de poste avancé pour surveiller tous les rebelles, les partisans de l'indépendance italienne. Elle est utilisée par l'Autriche, elle en est d'ailleurs très consciente, mais elle le fait bien volontiers parce que elle est quand même Habsbourg, et elle redevient Habsbourg après son mariage avec Napoléon, donc elle a cette conscience en elle, mais elle est également marionnettiste, elle va manipuler tous ses souverains, elle va un petit peu les mener par le bout de leur nez, elle va, en faisant un petit peu pitié, en pleurant, en disant qu'elle est malade, en disant qu'elle est triste, ils vont finalement être émus par son sort, et ils vont lui accorder beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu lui donner au début. En 1814, en 1815, elle a failli se retrouver dans un couvent, et finalement elle finit souveraine. Donc elle réussit à les manipuler, et tout le paradoxe de cette vie de Marie-Louise, c'est effectivement cette tension entre le moment où elle est utilisée, instrumentalisée par des hommes qui sont plus puissants, plus importants qu'elle, et le moment où elle parvient à les utiliser à son propre avantage. Donc c'est quelqu'un finalement d'assez fin, qui a très bien caché son jeu jusqu'à la fin de sa vie, mais qui a réussi à obtenir à chaque fois un petit peu plus des empereurs, des rois de son époque. Alors je cherchais une expression pour qualifier le regard du portrait de la couverture, et c'est exactement ça. On sent dans son regard qu'elle cache son jeu. Elle avait de très beaux yeux. C'était une belle femme ? C'était une femme
jolie quand elle était jeune, on va dire, elle était fraîche. Elle n'était pas une immense beauté. Elle avait un petit peu de traces parce qu'elle avait été malade quand elle était petite. Elle avait quelques cicatrices sur les joues, mais globalement, elle est jeune, elle est fraîche. Elle a fait exactement la même taille que Napoléon. Elle a une très belle peau, de très beaux cheveux. Elle a une belle tenue. Ça n'est pas ça n'est pas un top modèle, mais ça reste une très très jolie jeune fille. À la fin de sa vie, c'est un petit peu autre chose. Alors, je ne peux m'empêcher de terminer cette émission en faisant une allusion à vos travaux, enfin à votre travail aujourd'hui, donc à la Bibliothèque nationale de France. Il y a quelque chose d'étonnant dans votre ouvrage, c'est que, bien évidemment, nous découvrons les portraits, les peintures, le Marie-Louise au quotidien avec Napoléon, dans cette vie bourgeoise. Et la dernière photo, la dernière image que vous donnez dans votre ouvrage, c'est ce qu'on appelle un daguerréotype. Je ne connaissais pas le mot. Effectivement, c'est un peu l'incunable de la photographie. Ce sont les toutes premières photographies qui sont des plaques sur verre. Et donc, c'est la révolution, une révolution technique que vous présentez dans votre ouvrage, puisque on passe de portraits on peut plus classiques, on pourrait dater du XVIIe ou du XVIIIe, à un monde moderne, ce monde qui leur échappe. Effectivement, il y a un basculement qui n'est pas évident parce qu'il y a deux versions de ce daguerréotype. Une version qui a été retouchée par un peintre. Donc on imagine que le peintre a pris la plaque de verre et a un petit peu retouché les traits de Marie-Louise pour qu'elle ait l'air plus jeune et en meilleure santé. Là, la photo que vous décrivez, c'est Marie-Louise à la toute fin de sa vie. Elle a les yeux un petit peu dans le vague, elle a un bonnet, elle est un peu plus massive, effectivement. Donc elle a été embellie et je me suis vraiment battu au moment de faire le cahier iconographique pour avoir le portrait où elle a l'air vieille, où elle se ressemble à ce qu'elle était à la fin de sa vie. Donc pour moi, c'était extrêmement important. Ça nous donne un peu Marie-Louise du début, son mariage, la jeune fille, et puis en 1847, quelques mois avant sa mort, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est amer, qui est aigri, qui est mélancolique, qui regarde un petit peu derrière elle, tous ses yeux dans le vague. Elle voit peut-être son passé. Et pour elle, ça devait paraître incroyablement lointain. Napoléon, en 1847, quand elle meurt, c'est déjà un personnage de légende. Et elle-même, elle est devenue un personnage de légende. Donc elle meurt en 1847, les gens le remarquent à peine parce que pour tout le monde, qu'elle était déjà morte. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Charles-Éloi Vial. Marie-Louise, paru aux éditions Perrin, remarquable biographie. Et je renvoie aussi nos auditeurs au très remarqué Les derniers feux de la monarchie. Il y a d'un côté, j'allais dire, les derniers feux de la monarchie, c'est la fin, c'est l'histoire la fin d'un monde. Et ce portrait absolument frais. Finalement, il y a énormément de fraîcheur dans dans le portrait que vous faites de cette jeune fille qui arrive en France et qui devient impératrice. Merci. Merci à vous. Je remercie Georges, comme d'habitude, à la technique pour sa contribution à cette émission. Je remercie aussi Amandine qui nous a aidés à la réaliser. Et je vous remercie enfin, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.